من غير الممكن اتخاذ قرار مثل هذا، لأنه في ظل حالة التوتر اللي تعيشها البلاد وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فإنها ستكون رسالة سلبية جدا لا يمكن تحمل نتيجتها سياسيا. Effectivement, il n'est hors de question de geler les salaires. Ils seront bien sûr augmentés, mais de deux manières. Par une augmentation effectivement des salaires du SMIC, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier l'aspect fiscal et l'aspect augmentation des allocations familiales qui seront augmentées et la réduction de la base imposable des salaires les plus bas. C'est une mesure aussi importante qui fait augmenter d'une manière indirecte les salaires et le pouvoir d'achat. Ok. Tu veux poser une question? Oui. Oui. Bon, juste pour revenir, parce que quand j'ai fait la première remarque, j'ai donné des chiffres de la réalité d'aujourd'hui. Bon, si Benjamin m'a dit que je brosse un mauvais tableau, c'est à peu près ça. Bon, enfin, c'est mauvais. Enfin, apocalyptique, mais c'est la réalité, c'est déjà, si vous me permettez. Bon, Sidi nous dit que je suis en train de faire un quatrième programme, je lui donne des chiffres, il dit c'est un quatrième programme, je ne sais pas comment il le voit. Et il dit, bon, Manahil nous l'a posé, ils l'ont tourné autour de... Bon, je constate qu'il n'y a pas une véritable réponse à ce que je dis. Bon, ça, c'est une clarté. Venons maintenant à la question que vous avez posée, la question du gel des salaires. Alors, si on ne gèle pas les salaires aujourd'hui, il y a deux problématiques que je pose à nos trois invités. La première, sur le plan public. Parce que non seulement nous avons un service d'endettement qui va être encore plus lourd, et ce qui va dire que même les institutions financières vont être encore plus regardantes sur nos chiffres. Et aujourd'hui, nous avons du mal à boucler, l'État a du mal à boucler son propre budget sans le recours de la dette. Donc je ne sais pas si on augmente encore, est-ce que ces institutions ne vont pas être encore plus réticentes? Je ne vois pas comment ils vont résoudre ce problème-là. Et j'aimerais bien avoir une réponse. La deuxième, au niveau du privé. Nos trois invités semblent oublier que 60% de l'industrie tunisienne, 67% exactement de l'industrie tunisienne, sont des sociétés totalement exportatrices offshore. Cela veut dire que c'est des sociétés qui travaillent sur des secteurs extrêmement concurrentiels où un point d'augmentation vaut son pesant d'or parce que de toute façon, il diminue la marge. Alors si vous augmentez, est-ce que ça ne va pas diminuer la capacité concurrentielle de notre industrie et pousser ces gens-là à partir? Comment on va résoudre cette équation? Alors, est-ce que vous avez des réponses courtes? Alors écoutez, pour les sociétés offshore, elles ne sont même pas pénalisées. La moindre des choses aujourd'hui, c'est qu'on les impose à 10%. C'est un minimum. Elles sont en train de gagner de l'argent sans en donner au pays. Il va bien falloir changer quelque chose. Il y a eu une révolution en Tunisie et il faut revoir le modèle de développement. أعتقد أنه يجب إرساء ثقافة جديدة. الحوافز سواء كانت جبائية أو قانونية يجب أن تكون متناظرة ومتماشية مع العائد على الاقتصاد التونسي، وبالتالي لا أرى ما الذي يمكن أن نخسره إذا لم يكن هناك ربح أصلا. Là, effectivement, je suis d'accord avec mon ami, bien qu'il n'est pas très d'accord avec moi. Il faut faire la différence entre le public et le privé. Déjà, pour le public, c'est vrai, donc de toute manière, il y aura une augmentation qui sera supportée par le budget de l'État. Par contre, pour le privé, il y a croissance, il y a une augmentation de la valeur ajoutée. Et les fruits de la croissance, je ne vois pas pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui se les approprient tout seul. Il faut apprendre un peu à partager. Regardez ici en France d'ailleurs, on propose le un tiers au niveau de la distribution des richesses qui sont issues de l'entreprise. Donc c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas vraiment quelque chose de... Messieurs, je vous répète encore la question. J'ai bien été précis. Je vous dis, 67% sont des entreprises offshore. Cela veut dire que c'est des investisseurs étrangers qui n'ont que l'embarras du choix. Et il y a plein de pays autour de nous qui sont prêts à prendre la manne. Si vous les augmentez, pourquoi ils ne partiront pas? Pourquoi ils ne partiront pas? Qu'est-ce qu'ils pensent S'il a envie de venir en Tunisie pour avoir un employé ou une jeune femme payée à 200 dinars, on n'a pas de l'humanitaire. Est-ce qu'on peut je ne suis pas contre le fait que sur le principe, je suis d'accord. Je ne suis pas, c'est-à-dire sur le principe, je suis d'accord. Je dis, j'ai une réalité. Je voudrais m'assurer qu'ils ont prévu le risque que nous ayons une bonne partie qui se serait partie.
Cela veut dire que c'est quand même un secteur qui emploie près de 350 000 personnes. Écoutez, il y aura des questions dans le public, mais si je comprends que vous avez des questions à vous poser, mais ce sont vos questions, ce ne sont pas les questions. Donc laissez-nous les poser et laissez-nous le prendre la parole. Si vous avez un agenda de poser vos questions, pas les questions du public, dites-le nous. Vous voulez qu'on Non, aborde d'autres il insiste sur les Vous voulez questions. qu'on aborde d'autres sujets? Oui, puisqu'on n'a Bon, pas de réponse, alors. on avance. Alors, on va aborder d'autres sujets. Alors, Plein de questions dans le public. Monsieur Benjamin, on va vous donner la parole. Je pense que c'est prévu de vous donner la parole au public. Vous lancez le PDP et sur vous, il y a toute une opacité totale. On ne sait pas d'où arrive l'argent. On entend à Tunis que vous avez de l'argent qui arrive d'Arabie Saoudite, d'autres du Qatar. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à ces rumeurs? من الناحية القانونية والمنطقية يمكن إبداء ملاحظتين. أولهما أن البينة على من ادعى في كل الحالات وفي مجال التمويل وتمويل حركة النهضة تحديدا من يواجهون هذه الاتهامات إما أن يكونوا متحوزين على معلومات لا تحوزها الدولة وبالتالي فليطلعون على مصادر استعلاماتهم واستخباراتهم، وإما أن الدولة مطلعة على نفس المعلومات وتتستر على حركة النهضة. لماذا لا تكشف ومن قال أن نكشف كل تمويلنا هو تمويل قانوني. هناك تحريم مطلق للتمويل الأجنبي ومن كانت له أي حجة علينا فليقدمها إلى القضاء وليقدمها إلى دائرة المحاسبات، ونحن نعلم جيدا تبعات ذلك. هذا من الناحية الأولى. أما من الناحية الثانية فلا أظن أن من يتهمنا من الناحية السياسية بأننا نريد أن نستحوذ على الساحة السياسية وعلى نتيجة الانتخابات وكل استطلاعات الرأي تقدمنا على أننا الحزب الأول في البلاد. أن الحزب الأول في البلاد لنا ناخبون ولكن أيضا لنا أعضاء ضحوا في السجون، وهذا الاستعداد للتضحية بأعمارهم وبسنوات من حياتهم أعتقد أنه يوازيها استعداد للتضحية بجزء من أموالهم. Merci. Je dirais effectivement celui qui a la moindre preuve d'un financement occulte ou d'un financement qui n'est pas légal, nous sommes les bienvenus et nous l'attendons. Effectivement, nos adversaires politiques, et surtout se sont tous rués contre le PDP, aussi bien de droite que de gauche, etc., parce qu'en réalité, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir autant de supporters, et ils ne pouvaient pas convaincre et réunir autour d'eux autant d'hommes d'affaires que de cadres, que d'ouvriers, etc., qui croient en la Tunisie et qui croient en nous. Et que voulez-vous, il y a une différence de toute manière entre un parti qui a 30 années d'âge et qui a un militantisme et 100 partis qui viennent aujourd'hui et qui veulent participer. Ils sont les bienvenus, mais c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas avoir les mêmes moyens. Écoutez, la vie, même en tunisien, on dit donc on va pas, il n'y a pas d'égalité là-dedans. Mais de toute manière, nous avons toujours été légalistes, nous suivons toujours la loi, et même si on nous reproche certaines choses, on arrive quand même à gagner de par la loi. Alors je pense que, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent, c'est prévu que des gens posent des questions? Oui, oui. Bien sûr. Les gens vont poser leurs questions l'un après l'autre par la porte là. Donc la première question arrive. La première ici. question. السلام لي انا السؤال نتاع الكونستيتيسيون دونك بخلاف لي غران برانسيب هكا نتاع مثلا تفريق السلطات اكسيتيرا نتمنى انه الكونستيتيسيون يبدا فيها دي حوايج يعني يمسوا الحياه اليوميه نتاع المواطن. نعطي مثال مثلا عندنا ظاهره في تونس تلقى واحد ناجح في الباك مثلا دوز دو موين ولد فلان ولا يعرف فلان يتعدى ميديسين، تلقى ناجح في 15 تلقى خاطر مع حد وزوالي وكل شيء تلقى دونك انا مثلا نتمنى انه في الدستور يبدا مثلا مبدا نتاع هذا المساواه بين شباب تونس في التوجيه الجامعي يبدا مكتوب في الدستور واللي خالفوا يتعاقبوا خاطر يعني لانه دونك السؤال نتاعي لانه عندكم اقتراحات سواء بيرسونيلمون ولا شخصيا ولا يعني في الحزب نتاعكم افكار كيما هكا نتاع حوايج تمس المواطن ديريكتومون اللي تحبوا تحطوها في الدستور بخلاف يعني تو لي سوجي بوليميك اللي تناولوا اعلام. شكرا.
أعتقد أن دور الدستور هو أن يضبط المبادئ الأساسية التي تسير عليها الدولة وتنبثق منها القوانين، ويضبط الحقوق الأساسية الفردية والجماعية، ومنها الحق في المساواة. أما تفصيل المستويات فلا أظن أن ذلك من دور الدستور. Bonsoir, Sissami, j'avais une question très précise. C'est bon là? Donc, dans votre présentation du programme très récent du 14 septembre, vous n'avez pas assez clarifié votre position sur le statut de la femme. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et je voulais savoir, quand vous parlez de solutions que vous trouverez éventuellement pour le mariage tardif, est-ce que vous sous-entendez par là l'autorisation de la polygamie? لا أظن أن موقف حركة النهضة في خصوص وضعية المرأة يشكو من غموض، وأظن أن قضية المرأة هي من الأهمية سواء بطريقة حقيقية أو بطريقة مصطنعة بحيث يسمح فيها لحزب من الأحزاب، خاصة وإن كان اسمه حركة النهضة ويوجه له ما يوجه لحركة النهضة من اتهامات ومخاوف بعضها مبرر وبعضها غير مبرر في هذا الموضوع. وبالتالي فإن كان لنا موقف من تعدد الزوجات كما تظنين فلن يكون ذلك إلا صريحا، وموقفنا صريح في هذا الموضوع. نحن نعتقد أن ما نصت عليه مجلة الأحوال الشخصية في خصوص منع تعدد الزوجات كان استنادا على اجتهاد فقهي قام به من صاغ مجلة الأحوال الشخصية وهم الشيخ جعيط وزملائه، وكان انطلاقا من اجتهاد فقهي يسمح لولي الأمر أن يقيد المباح، وبالتالي فلا نية لنا لا الآن ولا في الغد لمراجعة منع تعدد الزوجات. Un concept qui a été lancé est néo-keynésien et je voudrais interpeller Esther. J'ai lu les trois programmes, les trois parties au niveau économique, puisque l'économique c'est le nerf de la guerre, puisque dans tout ce débat de ce soir, j'aimerais que notre professeur puisse me dire quelle est la différence dans ce domaine économique, parce que je ne vois pas où est la différence dans ces trois programmes que j'ai lus, et je ne vois que du néo-keynésien dans les trois programmes. Donc, mais il ne faut pas qu'ils répondent au nom du PDP, ou alors ils seront majoritaires. Non, en tant qu'expert. D'autres questions? Ma question s'adresse plutôt aux têtes de liste en France. Ma question porte sur le financement de la campagne. Sur le financement des campagnes. Pour votre information, aucun parti, ou du moins aucune liste, n'a le droit de dépasser les 10 000 euros. Je crois que c'est 9 500 euros, avec plus ou moins 100 euros de précision, je ne sais pas trop. Et donc là, en voyant les activités s'organiser, on entend aussi beaucoup de rumeurs par-ci par-là. Il paraît que l'Internationale socialiste soutient les Tunisiens qui sont à l'Internationale socialiste. On entend ça. Il paraît que les partis de gauche français soutiennent. Je crois que le PS aurait pu parler avec la justice. Il y aurait beaucoup de soucis. Non mais c'est ce qu'on entend dire. Moi, je ne fais que demander des explications. Pareil qu'on entend aussi des salles qui sont données par-ci, des salles données par-là. Moi, en suivant, ou du moins en faisant un peu de veille médiatique, on voit le rythme d'allocation des salles parisiennes, on sait tous le prix que c'est. J'aimerais savoir, est-ce que les partis qui s'engagent, qui sont présents ici, s'engagent d'une à respecter le plafond des dépenses pour la campagne. Est-ce que, le cas échéant, s'ils vont le dépasser, que vont-ils faire face à la contrainte de la loi? Merci. Subvention publique pour la campagne qui est fixée au prorata du nombre d'électeurs. Ça c'est connu, ça a été même publié. Et puis il y a un deuxième texte qui dit que de toutes les manières, le parti ou la liste dans sa campagne ne peut pas dépasser 3 fois la subvention publique qui a été accordée. Donc c'est clair, et tous ceux qui enfreindront à cette loi, eh bien, auront à subir les sanctions prévues par la loi. Il y a oui, mais à la base, il faut assurer la transparence des comptes aussi. Mais la commission... Qui va garantir, oui. Non, ça c'est le rôle de la commission indépendante qui a les outils nécessaires
pour superviser. En tout cas, en Tunisie, il y a des observateurs, des centaines, je ne sais pas comment ça va se passer à l'étranger. Est-ce qu'ils sont aussi outillés à l'étranger comme ils le sont actuellement en Tunisie? Ils ont énormément d'observateurs qui assistent aux réunions, qui parfois demandent des comptes et qui vérifient absolument tout. أنا أعتقد أن الإشكال الحقيقي ليس إشكال تمويل الحملة الانتخابية وإنما إشكال الإشهار السياسي، لأن مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عملية بسيطة جدا، ولو أنني أقدر من خلال اطلاعي على الوضع في المهجر ولم أكن مطلعا عليه سابقا أن المال الممنوح للقائمات يكفي تقريبا لكراء قاعة واحدة لاجتماع الواحد، وهذا ما أقرت به حتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى في حديث مع رئيسها، ولكنها أقرت بعجزها. ولكن السؤال الذي أطرحه إن كان من حق الضيوف أن يطرحوا التساؤلات هو حول قضية الإشهار السياسي، وأطرح سؤالا محددا. انتهت المدة لهذا السؤال. لا لأن نقطة مهمة. ليس السؤال حول مدى قانونية منع الإشهار السياسي، ولكن السؤال المحدد في تقديري: هل من حق حزب مسؤول يريد أن يترشح لحكم البلاد أن يتعلل بأن هذا المنع غير قانوني لكي يخرقه ويطلب ممن يتبنى التفسير المعاكس أن يلتجئ للقضاء؟ سيرد